Après la mise en place de la semaine dernière où Tétis a ramené tous les civils sur Lyonesse, attirant par la même occasion l'ultime ennemi qui est plutôt vénère pour de bonnes raisons, vous me direz? Eh bien, il se laissera pas faire puisqu'il va jouer sur la corde sensible. Voyons ça tout de suite. Le peuple de Camelot, désireux de retrouver l'être aimé, se sont laissés corrompre par les illusions de Arthur de Camimoth pour vivre un amour perdu, parfois impossible. Bref, un rêve. Le peuple, donc téléporté à Lyonesse sous la protection des chevaliers sacrés, Hauser leur explique la situation. Ils n'avaient pas à le faire, mais bon, soit. Une fois informés, que ne serait pas un bon PNJ s'ils ne se plaignaient pas? Ils se délestent tous de leurs amulettes en l'envoyant directement sur Hauser et ils vont même jusqu'à l'insulter. En d'autres circonstances, je me serais certainement moqué, mais la situation ne s'y prête pas puisqu'il s'agit en réalité d'une confrontation idéologique. Alors que les ténèbres de la nuit se fondent dans la lumière, Arthur de Camimoth se trouve au centre de tout cela, saluant au passage de vieilles connaissances. Étant bien éduqué, il lui renvoie la politesse. Les deux camps se fixent longuement, alors que le peuple crache son venin sur Méliodas, tout en vénérant la source de leur fantasme. Notre véritable roi, non, le dieu qui nous... Et toi de la gueule! Tu vas la boucler ou tu veux que je te tue? Après cet éclat, le peuple se calme. On sent le poids du silence jusqu'à ce que Arthur dénigre cette réaction. Pointant du doigt, le véritable mal, dit-il. Ça, c'est un coup bas. Vous me demanderez certainement pourquoi, ou pas. Mais ça, c'est une attaque ad personam ou diabolisation. C'est-à-dire, on va reprendre les termes de Méliodas, à savoir arrêtez vos conneries, avec le ton qu'il a utilisé, en leur criant dessus bien sûr, ce qui est une vérité. Car très souvent dans le conscient collectif, les personnes qui nous aiment réellement vont nous parler avec douceur, intérêt et égard. Tu vois comme je te veux du bien? Alors s'il te plaît, laisse un like et abonne-toi. Bref, même avec de bons arguments, il est difficile de convaincre quelqu'un qui nous voit déjà comme le diable. Mais heureusement, le cri de Méliodas tout à l'heure n'avait pas comme but de se défendre contre les insultes, mais amener le silence pour que l'on puisse entendre la voix des morts. Et bah heureusement que c'est Méliodas, parce que moi, dans un autre univers, j'aurais déjà fait mon choix. C'est ça mon opinion, sale primate. Pendant que les vivants s'abreuvaient d'un rêve idyllique à Camelot, les morts, eux, sur Britannia, cherchaient en vain les prières de leurs proches. Aujourd'hui, corps, esprit et cœur sont réunis. Et tout cela grâce à Gareth et son pouvoir lié à l'âme, lui permettant de faire appel aux esprits des personnes depuis le royaume des morts. Sentant le vent tourner, l'ultime ennemi tente une dernière fois de les convaincre, allant jusqu'à rappeler de vieilles têtes. Cependant, cette fois ça ne prend pas, et tous lui jettent un regard de défiance. Il reconnaît alors sa défaite, mais seulement sur ce point. Le masque tombe. Il ne fait plus aucun effort de manipulation et cherche directement à éradiquer cette masse inutile. Quelle naïveté. Cela fait peine à voir. Contre total! Méliodas lui pose enfin la question sur son identité avant qu'il ne se prenne le retour de son attaque. L'ennemi, lui, ce n'est pas la première fois qu'il se prend un full counter. Cette fois-ci, il est préparé. Et c'est là que le nom Chevalier du Péril prend tout son sens. Ce n'était pas juste pour signifier qu'en tant qu'être humain faible, ils allaient devoir faire face aux 4 chevaliers de l'Apocalypse et les Seven Deadly Sins. Non, loin de là. Les 4 chevaliers du Péril ne sont en réalité que des pantins quasi immortels grâce au chaos, présents uniquement pour servir de bouclier à cet être cataclysmique. Le chapitre 221 finit donc sur cette page, vraiment belle, faut l'avouer, et à la fois attristante pour les personnages derrière. Et avant de se quitter, merci à vous déjà d'avoir regardé jusqu'ici. Ce chapitre, je dirais même plus, la confrontation entre les Seven Deadly Sins et Kat, est une opposition claire pour moi entre idéal et réalité. L'idéal, c'est un modèle de perfection qui n'existe que dans nos rêves, tandis que la réalité, c'est le monde imparfait, limité, très souvent brutal dans lequel nous vivons. Le décalage entre les deux peut créer déception, insatisfaction et ou bérésina. Ils sont opposés et pourtant complémentaires. Réel sans idéal reste stérile et idéal sans rêve n'est que chimère. Ce que je dis reste sûrement très terre à terre par rapport à ce que Nakaba veut faire comprendre, mais je le dirai quand même. L'idéal restera à jamais hors de portée, c'est un peu le concept. Cependant, il est bon, je dirais même bien, de chercher à atteindre cet idéal, car parfois, sur un coup de chance, on peut toucher ce rêve du doigt.